Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. En forme? Bon. Alors, on s'est un peu ennuyé la semaine dernière, c'était normal, c'était pour redémarrer, on n'allait pas vous agresser. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous agresser. On rentre dans le vif du sujet, à savoir que on va du coup réellement essayer de comprendre cette notion dont je vous ai parlé tout à l'heure, la semaine dernière, de potentiel de membrane, qui peut être réellement considéré comme l'un des paramètres biologiques et donc aussi physiologiques essentiels à la survie de n'importe quelle cellule. Et pourquoi? Puisque, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est ce qui va complètement coordonner la communication de la cellule avec son environnement. Et vous allez voir aussi les forces de communication que la cellule va disposer, c'est notamment donc grâce à ce potentiel de membrane. Et on va voir après quel rôle ce potentiel de membrane va jouer spécifiquement dans le neurone, mais toute cellule du corps humain possède un potentiel de membrane. Du coup, aujourd'hui, comment va se répartir le cours ? Tout d'abord, ça va être très rapide, on va parler de la répartition des ions de part et d'autre de la membrane plasmique pour essayer de vous donner quelques clés de réflexion théologique, d'où on vient entre les créationnistes, les christianistes, toutes les autres religions. On va voir que la composition cellulaire en ions peut nous donner des pistes de réflexion. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est une blague, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va justement rentrer à fond dans ce que moi j'appelle, c'est purement moi, mais c'est juste pour vous un peu vous solliciter à réfléchir. Ce sont les deux principes de la vie cellulaire, à savoir l'électroneutralité et l'osmolarité. Ce sont les deux grandes lois que la cellule se doit de respecter si elle veut rester en vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent la tuer, ça veut simplement dire que si au moins ces deux règles-là ne sont pas respectées, il ne peut pas y avoir de vie. Et on va voir que le potentiel de membrane, bizarrement, enfreint une de ces lois, et notamment du coup l'électroneutralité. Ensuite, on va voir du coup les deux grandes forces qui vont s'opposer dans la cellule, le gradient chimique, le gradient électrique, et c'est l'ensemble de ces forces qui vont permettre de définir le potentiel de membrane. Et ensuite, on finit, mais ça pas aujourd'hui, ça va se répartir sur 2 cours. On verra la suite sur les différents transporteurs transmembranaires et leur rôle là-dedans, dans le VM, et donc dans les potentiels de membrane, et aussi la variation de ce potentiel. Qu'est-ce qui peut lui arriver à ce potentiel, pourquoi, comment, ce qui va, vous l'aurez compris, parfaitement introduire le potentiel d'action, qui est une variation du potentiel de membrane. Alors, on y va. Premier élément de réflexion potentiellement théologique, c'est les concentrations ioniques. En fait, on se rend compte, ça c'est des valeurs qui sont pas à prendre parfaitement à la lettre, et dans tous les exercices qu'on vous donnera, que ce soit en TD ou à l'examen, puisque oui, à l'examen vous aurez ce genre de choses-là, systématiquement on vous donnera les concentrations ioniques. Pourquoi? Ce ne sont justement que à titre, on va dire, d'exemple, tout simplement parce que chaque type cellulaire étant dans un tissu ou un organe différent va avoir une variabilité dans les concentrations ioniques en fonction des différents tissus, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en fonction aussi de l'état dans lequel vous êtes, de savoir si vous vous alimentez correctement, si vous buvez correctement ou si vous venez de faire un effort physique intensif, ça va complètement perturber, modifier du coup les concentrations ioniques intra-extra-cellulaires. Un exemple typique qu'en tout cas certains connaissent, de déséquilibre ionique qui provoque des soucis dans votre corps. Donnez-moi un exemple. Un déséquilibre dans les concentrations ioniques qui va créer un dysfonctionnement de votre organisme. La crampe. Vous avez déjà eu des crampes? Pour ceux qui ont eu des crampes, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? C'est juste parce que votre muscle reste contracté et du coup ça c'est extrêmement douloureux, et tout simplement parce qu'il y a un déséquilibre ionique de part et d'autre de votre fibre musculaire qui fait que votre fibre musculaire reste systématiquement, là je vous donne le mot puisqu'on va le revoir après, dépolarisée, c'est-à-dire excitée.
D'accord? C'est-à-dire que son VM qui se doit d'être négatif, et on va essayer de comprendre pourquoi il est négatif, moi c'est ça que je veux, hein. On est en physio, je veux que vous compreniez pourquoi. C'est pas de vous dire, oui je sais, on nous l'a déjà dit depuis le lycée que la cellule elle est à moins 60 ou moins 70 millivolts, ok peut-être qu'on vous l'a dit, moi ce que je veux c'est que vous le compreniez et vous sachiez capable de me l'expliquer en termes de mécanisme physiologique et vous soyez capable de le retranscrire. Du coup, qu'est-ce qu'on distingue? On voit que dans le milieu extérieur, on a très très peu de potassium, beaucoup de sodium et beaucoup de chlore. Alors qu'à l'intérieur, on a beaucoup de potassium, très peu de sodium et très peu de chlore. Et alors, un fifrelin de calcium. Pourquoi un fifrelin de calcium? Qu'est-ce qu'elle a, cet ion particulier dans votre cellule? Pourquoi vous vous devez d'avoir un vrai fifrelin de calcium dans la cellule? Pardon? Ouais, c'est une molécule, un ion qui est pro-apoptotique, le calcium. Donc il est préférable de maintenir un calcium extrêmement bas si vous voulez maintenir la vie de votre cellule. C'est une molécule essentielle donc, pour provoquer la mort par apoptose de votre cellule. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on distingue? Qu'il y a énormément de NaCl à l'extérieur, et bien sûr, où est-ce qu'on trouve énormément de NaCl dans la vie? Quelle est la composition? Ça avait du sel, et donc du coup, la mer. D'où venons-nous? De la terre, de la mer, de la côte d'Adam, enfin comme vous voulez. Toujours est-il que le milieu extracellulaire dans lequel vit l'ensemble de vos cellules est chargé en NaCl, donc en sel, et du coup, ça va vous donner pas mal d'informations sur la suite. Du coup, ces ions et cette répartition, comment ça se fait qu'elle est déséquilibrée? Pourquoi elle est déséquilibrée? Pourquoi on n'a pas la même quantité d'ions de part et d'autre de la membrane? Parce que la membrane est imperméable aux ions. C'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer les ions, on l'a vu toute la dernière fois, du fait de la composition intrinsèque de votre membrane. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que toute molécule est régie par un même principe qui est l'homéostasie et l'équilibre. La nature n'aime pas le déséquilibre et du coup, elle n'aime pas cette situation que vous avez là. Et ça, faut bien le comprendre parce que c'est ça qui donne la force à votre cellule de communiquer avec son environnement, c'est justement ce déséquilibre. Et on va voir comment la cellule est capable de jouer avec ça et avec le principe d'équilibre pour pouvoir justement communiquer. Du coup, ces déséquilibres, ce sont eux qui sont à l'origine du potentiel de membrane, qui vont permettre la mise en place d'un potentiel d'action. Sans aucun déséquilibre ionique, vous ne pouvez pas faire de potentiel d'action, puisque c'est ce qui va vous garantir qu'il y ait un déplacement, un mouvement. Et il ne peut pas y avoir de changement d'équilibre ionique sans déplacement. Et bien sûr, va être impliqué dans les transports membranaires, ça vous l'avez déjà vu, en long, large, en travers, on va en parler mais extrêmement rapidement et on va plutôt donner des exemples, puisque vous savez qu'il y a des transports qui se font en symport, en antiport, avec primaire, secondaire, etc. Et donc, certaines molécules ne peuvent pas passer la membrane si il n'y a pas d'ion avec qui échanger. Et comment vous pouvez échanger un ion si vous êtes déjà à l'équilibre? On ne peut pas. Du coup, la nécessité de cet équilibre est cruciale pour la survie de votre cellule. Et enfin, bien sûr, c'est ce qui va permettre de maintenir le pH intracellulaire, donc du coup aussi le bon fonctionnement de vos enzymes et donc la survie de votre cellule. Voilà en gros un peu la répartition. Donc chargé en NaCl à l'extérieur, chargé en potassium à l'intérieur. C'est vraiment la notion clé à retenir et qui va alimenter l'ensemble de notre semestre. Concernant maintenant les deux grandes lois à respecter pour la survie de votre cellule, prenons la première, donc l'électroneutralité. Vous verrez que les deux notions sont extrêmement différentes. Et il ne faut pas les mélanger, sinon vous allez faire des erreurs après pour la compréhension physiologique. L'électroneutralité, c'est quoi? C'est qu'il faut que le milieu intracellulaire soit neutre et que le milieu extracellulaire soit neutre. J'en ai rien à faire, entre guillemets, s'il y a une différence entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. C'est-à-dire, je vais avoir 10 000 molécules de sodium dehors et seulement 10 molécules de sodium à l'intérieur, rien à faire. L'objectif, c'est que vous soyez
électriquement neutre à l'intérieur et électriquement neutre à l'extérieur. Donc si je reprends mon exemple, quand est-ce que je vais respecter l'électroneutralité? C'est lorsque j'aurai 10 000 molécules de sodium qui sont quoi? Des ions chargés positivement, associées à 10 000 molécules de chlore, par exemple, qui est donc un ion chargé négativement et qui se trouve lui aussi à l'extérieur. Dans ce cas-là, j'ai 10 000 plus, 10 000 moins, l'extérieur est neutre. Et j'avais dit que j'avais que 10 sodium à l'intérieur. Si j'ai 10 chlore à l'intérieur qui vont avec, c'est électriquement neutre. Donc j'ai un déséquilibre en termes de quantité de molécules d'un élément concerné entre l'intérieur et l'extérieur, mais ça je m'en fiche, tant que les charges négatives et positives s'annulent et dehors et dedans. Et je dis bien dans les deux compartiments séparés, d'accord? Pas j'ai beaucoup de plus dehors, beaucoup de moins dedans, et donc ça s'annule. Non, c'est dans chaque compartiment. L'intracellulaire doit être neutre, l'extracellulaire doit être neutre. Du coup, si on reprend notre exemple, eh ben, on va tout simplement associer les quantités de chaque ion en termes de quantité, du coup en termes de molarité, en termes de concentration que vous avez à l'intérieur et à l'extérieur, et on va y rajouter quoi? Puisque c'est des ions. Quelle est la notion primordiale pour respecter l'électroneutralité, et qui du coup bien sûr concerne les ions? C'est ce que l'on appelle la... Elle y est pas? Non. Pardon? La question. Faut que je repose la question? Ou c'est la réponse à ma question qui est la question? Je repose la question, j'ai compris. Ou alors ça serait grave. Du coup, ma question est très simple. C'est qu'on est en train ici, pour voir si on respecte l'électroneutralité, de prendre en compte la molarité, la quantité de chaque ion. Mais quelle est l'autre notion primordiale à retenir si on veut parler d'électroneutralité? Alors, non. Pas tout à fait. Quelle est l'autre notion pour permettre de réfléchir sur la notion d'ion et donc sur la notion d'électro? L'osmolarité, non. On va la voir après, c'est justement quelque chose qui est complètement indépendant. Que tu sois un ion ou pas un ion, du glucose, de l'éthanol, tu respectes l'osmolarité. Là, par contre, c'est spécifique aux ions. Le glucose ne va pas rentrer en compte là-dedans. Exactement. La charge électrique qui est aussi appelée valence, Z. C'est la valence Z qu'il faut absolument prendre en compte de votre ion pour voir quel rôle, quel impact il va avoir dans votre cellule. Et du coup, lorsqu'on exprime justement une quantité molaire d'une molécule associée à sa valence, dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle le milli-équivalent. Alors on a d'autres notions, mais vous pourrez le voir après en biochimie ou autre. Vous avez aussi des milli-équivalents poids, mais qui est encore différent. Là, on est purement sur de l'électrique. Et donc, c'est quoi? Tout simplement, les milli-équivalents, c'est la concentration molaire associée à la valence de votre ion. Et du coup, je vous le mets dans le mille. Le potassium ayant une valence de 1 en positif va donc prendre en compte, en termes de milli-équivalents, ces millimolaires. Du coup, on a 5 milli-équivalents pour le potassium. Pour le sodium, qui a une valence, il était à 150, qu'on avait dit à peu près, 120, 150, je vous l'ai dit, ça fluctue un peu suivant les types cellulaires. Et bien dans ce cas-là, on est bien à 150 milli-équivalents. Par contre, le calcium, lui, il est 2 en valence. Il a un Z de 2. Du coup, la quantité molaire qu'il représente, en termes d'électricité, vaut pour 2 fois plus de force. Du coup, vous multipliez par 2 la quantité molaire que vous avez. Du coup, vous avez 4 milli-équivalents au lieu d'en avoir que 2. Et en face, ça c'est l'ensemble du coup des charges positives que vous avez en extracellulaire. Vous avez vu qu'on avait du coup 150 millimolaires de chlore. Du coup, vous avez globalement un équilibre à l'extracellulaire entre les charges positives et les charges négatives. Maintenant, si on regarde à l'intérieur, là on a un souci. Là, on a un gros souci. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas, d'après les ions, l'électroneutralité à l'intérieur de la cellule. Si j'associe du coup les milli-équivalents de l'ensemble des ions présents, j'arrive à 165 environ. 165, pourquoi on avait changé? Oui, c'est le 100 là, qui ne va pas. Il faudrait que je le rechange sur la diapo avant de vous l'envoyer. Du coup, donc c'était 150 qu'on avait mis dans l'exemple, je ne sais pas pourquoi, là c'est passé 100. Du coup, on est à 165 du coup milli-équivalents pour seulement 13 milli-équivalents de chlore. Or, votre cellule survit.
votre cellule reste en vie. Donc elle la respecte, l'électroneutralité. Et comment? Par toutes les autres molécules qui ont une valence négative et qui se trouvent déjà à l'intérieur de votre cellule et que vous n'avez pas à l'extérieur de votre cellule, parmi lesquels vous pouvez compter du coup le bicarbonate qui est en grande quantité, le pyrophosphate, là j'en parle même pas, ce fameux phosphate essentiel à tout ce qui va être molécules énergétiques, tout ce qui va être kinase, tout ce qui est ATP, etc. Et bien sûr la plupart des protéines qui sont du coup elles aussi chargées négativement, et j'en parle même pas donc des acides nucléiques. Et lorsqu'en fait on associe en termes de milli-équivalents tous les composants intracellulaires, on arrive globalement à un 140 milli-équivalents. Du coup, les 13 et les 140 nous font 153, on a quasiment équilibré. Notre cellule respecte l'électroneutralité. Ça marche ça pour tout le monde? Du coup, on voit là encore une fois la disparité énorme que vous avez entre l'intérieur de votre cellule et l'extérieur, dans sa composition et bien sûr du coup dans son électroneutralité. Donc ça c'est la première loi à respecter, vous n'avez pas le choix. La deuxième loi à respecter, qui est très importante, mais qui cette fois-ci ne s'attache pas que aux ions, mais à l'ensemble des molécules. Par contre, et ça c'est un point clé, c'est une molécule sous un aspect particulier qui est son aspect tel que vous le considérez. Donc, par exemple, soit un ion, le sodium. Du coup, vous ne parlez pas du potassium. Rien à voir. Les concentrations en sodium sont les concentrations en sodium et le sodium agit sur le sodium. Point barre, pour l'osmolarité. Par contre, si je prends le glucose, donnez-moi un exemple qui le fait changer justement de catégorie et qui, du coup, ne le fait pas rentrer dans la notion d'osmolarité. C'est quoi l'exemple ? Je décris et après on y revient, pour que vous redonnez un peu plus d'outils pour répondre. Qu'est-ce que l'osmolarité? Cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec l'électroneutralité, cette fois-ci, il me faut autant de molécules, toutes familles confondues, ou qu'une seule, mais c'est pas pareil, vous verrez, toutes familles confondues, il me faut autant de molécules dehors de la cellule qu'à l'intérieur de la cellule. Cette fois-ci, dans cette loi-là, on compare le dehors et le dedans. L'électroneutralité, on reste dedans et il faut que ce soit à l'équilibre, et dehors, il faut que ce soit à l'équilibre. Là, c'est pas la même chose. C'est pour pas agresser votre membrane et la détruire. Il faut que entre le dehors et le dedans, ce soit la même quantité. Et donc, on peut expliquer ce phénomène par les notions de sirop. En gros, il ne faut pas que votre milieu extracellulaire soit trop concentré, soit trop dense et donc visqueux en molécules, alors que l'intérieur est extrêmement liquide. Pourquoi? Toujours pareil, parce que la nature aime l'équilibre et donc elle ne veut pas d'un liquide complètement vide de molécules à côté, associé à un liquide extrêmement sirupeux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer du coup des déplacements d'eau, d'accord, qui, elle, a la capacité de traverser naturellement la membrane. Du coup, les 3/4 des molécules qui vous concernent, pour savoir combien j'ai de molécules qui composent mon milieu, eh ben, certaines ne pourront pas naturellement passer la membrane. Mais l'eau, oui. Du coup, la nature, elle se dit, ok, tu as beaucoup de molécules dehors, tu en as très peu dedans, comment je fais pour être à l'équilibre? Eh ben, il faut que je change, du coup, la concentration. Et comment je fais pour changer la concentration? Eh ben, je dilue ou j'enlève de l'eau. Et comment je fais ça? Eh ben, je fais déplacer ma molécule d'eau à travers la membrane. Et on a de la chance, elle passe à travers naturellement, toute seule, sans aide. Mais comme ce mécanisme est vital et essentiel à la survie, il est, on dit, aidé. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui se fait tout seul, mais qui peut être facilité, qui peut être amélioré. Et qui les améliore? Les fameuses the famous one, aquaporines, qui sont du coup ces fameuses protéines, entre guillemets, douanières dont je vous ai parlé la semaine dernière, des protéines transmembranaires qui laissent passer qui elles veulent. Et les aquaporines, elles portent bien leur nom, ce sont des pores de petite taille, d'où porine, à travers la membrane plasmique pour laisser passer de l'aqua, donc de l'eau. Donc ce sont des petites perforations dans la membrane assurées par des protéines transmembranaires qui laissent passer spécifiquement l'eau à travers la membrane pour le faciliter, même si l'eau peut passer toute seule. Résultat, si je prends le cas des ions, et j'ai bien dit que ça ne respectait pas que la notion des ions, mais si je prends la notion des ions, j'associe cette fois-ci la totalité des ions en présence.
Là, ce n'est pas une question de valence. Il n'y a plus de notion d'ion, là, puisqu'on est sur de la molécule. Du coup, je prends toutes les molécules qui sont dehors, je les associe en termes de molarité, j'arrive à 309. Si je prends toutes les molécules qui sont dedans, y compris, du coup, les phosphates, les bicarbonates et tout qu'on a parlé, les protéines qu'on a parlé tout à l'heure, on arrive à un équilibre entre les deux milieux, le milieu intérieur versus le milieu extérieur. Dans ce cas-là, vous respectez l'osmolarité, la survie est possible. Si ce n'est pas le cas, si votre osmolarité n'est pas respectée, dans ce cas-là, déplacement d'eau d'un compartiment vers l'autre. Du coup, deux devenirs possibles pour votre cellule. Soit elle est trop sirupeuse, votre cellule, par rapport à l'environnement extérieur. Dans ce cas-là, elle se charge d'eau jusqu'à potentiellement éclater. Et du coup, la cellule meurt par nécrose. Soit, au contraire, votre milieu extracellulaire est trop sirupeux. Du coup, c'est l'eau qui se contient à l'intérieur de la cellule qui sort dehors, attirée par le trop-plein de molécules à l'extérieur pour essayer de le diluer. Et dans ce cas-là, vous transformez votre cellule en un abricot sec. Et là, c'est beaucoup moins efficace comme cellule, beaucoup plus difficile de produire des protéines et d'avoir une fonction particulière. Voilà un peu les deux grandes lois essentielles à bien retenir, à bien intégrer pour comprendre après tout le mécanisme qui s'ensuit. Allez, on y va du coup. Potentiel de membrane, qu'est-ce que c'est? C'est une différence de quantité de charge entre deux compartiments. Du coup, lorsque votre membrane est totalement imperméable aux ions, qu'est-ce qui se passe? On n'a aucun déplacement ionique possible, puisque vous ne pouvez pas traverser la membrane, c'est physique et on l'a vu. Si maintenant, vous avez quelques douaniers, quelques protéines transmembranaires qui donne la possibilité à certains ions de passer à travers la membrane, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un déplacement, un mouvement naturel de volonté d'équilibre. Et dans cet exemple particulier, la volonté d'équilibre, on l'aura compris, il y a énormément de chlore et de sodium dehors, il n'y en a aucun à l'intérieur. Donc si vous leur laissez la possibilité de se déplacer, sans diriger quoi que ce soit, où elles vont aller, à l'intérieur, pour essayer d'équilibrer et d'avoir autant de sodium dedans que dehors. Ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas de bouger tant qu'il n'y en aura pas autant dehors. Et bien même là, elle bouge encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est hyper intéressant. C'est un peu le principe du métro, où en gros, à l'heure de pointe, le métro, il est blindé de chez blindé. Autant vous dire que quand vous ouvrez la porte, il n'y a pas besoin d'aider les gens pour sortir. En général, ça sort tout seul. Par contre, si vous voulez rentrer, c'est plus compliqué. Le principe ici est exactement les mêmes. Vous pouvez rentrer, mais il faut forcer un tout petit peu, voire écraser les pieds. Et du coup, vous voyez que vous respectez l'osmolarité et le principe de gradient chimique. C'est quoi le gradient chimique? C'est je prends une molécule et je compare sa molarité entre deux compartiments cellulaires différents, et notamment intérieur-extérieur. Et vous allez toujours aller là où il y en a le moins. Résultat, vous n'avez un mouvement ionique que quand il y a une différence de concentration. S'il n'y a pas de différence de concentration, il n'y a plus de mouvement. Cette loi n'est pas totalement juste, je viens de vous la dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes soi-disant parfaitement à l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'il y a un non-sodium qui se promène. Lui, il a le droit de se promener. Il se promène et puis il passe la frontière. Et là, il arrive de l'autre côté, il dit « Mais non, on est trop maintenant, t'es venu vers chez nous. » Ok les gars, donc je repars dans l'autre sens. Et là, il arrive de l'autre côté, boum, ils disent « Ben non, t'es con, on est trop maintenant, nous aussi. » Donc il repart dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Et du coup, vos molécules ne font que ça. Elles traversent votre membrane plasmique non-stop et du coup, à chaque fois, elles déséquilibrent. À chaque fois qu'elles passent de l'autre côté, elles en mettent un peu plus et un peu moins. Et du coup, elles rebasculent de l'autre. Du coup, ici, il y a finalement, quand vous êtes à l'équilibre, un déplacement dans les deux sens. Mais si moi, finalement, je mesure ce qui se passe, je mets un senseur, une électrode dedans, je mets une électrode dehors, à l'arrivée, je vois rien qui bouge. D'accord? Au final. Mais pourquoi ça ne bouge pas? Parce que les déplacements qui sont effectués sont égaux en termes de niveau et en sens opposé. Du coup, ça s'annule. Si je donne une molécule et qu'en même temps j'en prends une, forcément ça s'annule. Donc vous, quand vous allez mesurer, vous ne verrez aucun déplacement. Mais en fait, il y en a. Ça aussi, c'est une notion très importante pour la suite. Résultat, qu'est-ce qui se passe pour l'ion potassium? Et ça, c'est vraiment
Si vous arrivez à comprendre ça, quasiment le semestre est fini, en termes de complexité, je veux dire. Si je prends le gradient chimique du potassium, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de potassium à l'intérieur de la cellule, et il y en a très très peu à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est ce qu'on a vu, et c'est le cas de toutes les cellules de votre corps. C'est juste la valeur absolue qui change un peu. Mais donc, le potassium n'a qu'une envie dans sa vie, et quelle que soit la cellule, c'est de sortir. Elle veut sortir. Et elle ne peut pas, puisqu'il y a une membrane plasmique qui est polaire, donc elle étant chargée, elle ne peut pas passer. Sauf si on l'autorise. Résultat, lorsque vous allez, du coup, laisser cette molécule potassium la possibilité de sortir dehors, du coup, vous allez essayer de rééquilibrer le gradient chimique, de rééquilibrer les deux comportements. Du coup, vous avez là apparition d'une différence électrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule qui va être expliquée par le potassium. On va le voir juste après. On va revenir dessus, ça c'est vraiment très très important. Donc, le potassium il est dedans, en masse. Il y en a très peu dehors. Il ne peut pas passer, sauf si je l'autorise avec un douanier. C'est un canal ou une protéine transmembranaire. La protéine transmembranaire laisse passer le potassium. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut sortir. Et là, bémol. Je reprends la règle de M. Biondi qui est la règle 2A. Je respecte l'électroneutralité. Si votre potassium sort de votre cellule, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais perdre ici en potassium, donc la cellule va perdre en charge positive. Or, on a vu que dans la cellule, et uniquement dans la cellule, il faut qu'il y ait autant de plus que de moins. Si j'ai des plus qui s'échappent et qu'il ne se passe rien d'autre, vous avez ici, contré la loi d'électroneutralité, puisque vous autorisez à des plus de sortir. Et c'est bien ça qui permet d'expliquer le potentiel de membrane. Pourquoi vos cellules, finalement, sont toutes négatives, quelles qu'elles soient? C'est parce qu'au repos, et j'insiste sur cette notion, au repos, vous laissez sortir votre potassium. Si je ne le laisse pas sortir, que je reste donc à mes 140 ou 150, eh ben j'ai 0 dedans. 0 dehors, c'est la loi qui veut ça, l'électroneutralité. Donc si je mets une électrode dedans, une électrode dehors, qu'est-ce que je détecte? 0. Or, dans la réalité, vous détectez moins. Moins toujours quelque chose. Eh bien c'est quoi ce moins? C'est tout simplement la sortie du potassium en suivant son gradient chimique. Il est trop concentré dedans, il y en a beaucoup trop dedans, donc quand il peut, il sort. Et c'est ça qui crée le potentiel de membrane. Dans ce cas-là, vous me direz, il y a un souci. Parce que du coup, si je ne respecte pas l'électroneutralité, comment ça se fait que ma cellule survit? Elle survit tout simplement parce qu'en fait, cette fuite, elle est locale et elle est contrôlée. Et on va voir qu'il y a des protéines qui sont là pour empêcher que cette fuite se fasse sans fin. En fait, on n'autorise pas le potassium à sortir à l'infini. Pourquoi? Sinon, vous aurez du coup 70 millimolaires de potassium dedans et 70 millimolaires de potassium à l'extérieur, ce qui perturberait complètement l'électroneutralité en termes cette fois-ci de Méliès équivalent. C'est-à-dire si vous y collez la valence, vous aurez du coup la ratio, et dans ce cas-là, votre cellule va se détruire. Et elle va se détruire comment? Vous allez avoir une agression électrique de la membrane plasmique. Et elle est polarisée, la membrane plasmique. Donc si vous avez beaucoup trop de moins dedans, eh ben, du coup, toutes les charges positives de la membrane vont être attirées vers l'intérieur. Donc vous allez tirer sur des phospholipides dans un sens. Et comme il y a trop de plus dehors, vous allez tirer les lipides qui sont chargés négativement dans l'autre. Du coup, vous arrachez les liaisons entre les lipides et vous faites des trous dans votre membrane. Une fois que votre cellule est trouée, terminé. Voilà pourquoi il est important de contrôler ce phénomène de fuite du potassium. Du coup, on reprend maintenant le principe très simple de la pile électrique que vous voyez depuis tellement longtemps.
À savoir qu'un courant électrique, c'est quoi? Et ça, c'est crucial, c'est un déplacement réel d'un ion. Ça veut dire que quand vous faites la loi U égale RI, on va la revoir ensemble, et qu'on vous parle de I, c'est ça qu'on dit que c'est le courant électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un déplacement réel d'un ion. Ça veut dire que quand je veux allumer la lumière avec un interrupteur, tant que je n'ai pas appuyé sur l'interrupteur, il n'y a aucun déplacement d'ion, il n'y a donc pas de courant. Par contre, si je compare l'entrée et la sortie de mon interrupteur, je vois une différence de quantité d'ions de part et d'autre qui me définissent ce que l'on appelle le voltage. Résultat, si je prends ces notions physiques et électriques et je les ramène à la physiologie et que j'essaie de lui donner un sens, c'est qu'en gros, le voltage, c'est l'énergie dont je dispose pour faire bouger quelque chose. C'est la notion du barrage avec de l'eau, où vous allez accumuler énormément d'eau d'un côté, et l'eau n'a qu'une envie, c'est s'équilibrer, et donc a envie de pousser le barrage dans l'autre sens. Le jour où vous allez ouvrir le robinet du barrage, l'eau va s'effondrer. Du coup, c'est quoi cette notion de pile électrique? C'est quoi cette notion de voltage? C'est j'ai une différence de quantité de charge de chaque côté de ma membrane, mais il ne se passe rien. Il y a un courant I qui est égal à 0. Il n'y a pas de déplacement. Pourtant, il y a beaucoup de force. L'ion n'a qu'une envie, c'est bouger, parce qu'il y en a trop dedans ou pas assez dehors. Ça vous va, ça? Donc le voltage, je l'associe physiologiquement à une quantité d'énergie dont dispose la cellule pour faire bouger quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ce sont les ions, quels qu'ils soient. Parce que vous avez deux manières de faire en sorte que votre cellule revienne à 0. Si elle est négative, soit je prends des charges positives, et dans ce cas-là, je reviens à 0, soit je fais fuir des charges négatives. Donc, avec un voltage, la cellule a la possibilité, elle a enfin la chance ou la force de faire bouger soit des ions négatifs, soit des ions positifs, soit des anions, soit des cations. Résultat, la membrane, elle est imperméable. Du coup, elle empêche tout courant. Mais elle n'empêche pas forcément un voltage. Donc, votre cellule, ici, étant imperméable, elle provoque obligatoirement un courant nul. Il va donc falloir forcément ouvrir des frontières, ouvrir des canaux, laisser du passage pour qu'il y ait un courant effectif et que vous ayez un I qui soit non nul. Donc, on distingue bien voltage de I, deux choses différentes. Le voltage, c'est la quantité de force, le I, c'est la quantité de mouvement réel. Du coup, si je prends maintenant l'ensemble de ces notions et je les ramène à la cellule, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir, pour mes ions en présence, forcément un gradient chimique. Pourquoi un gradient chimique? Parce que chaque molécule d'ion, on a vu, avait une différence de quantité de part et d'autre de la membrane. Du coup, il y a forcément le potassium qui n'a qu'une envie, c'est sortir. Mais comme il y a la membrane, il n'y arrive pas. Vous n'avez pas de déplacement, vous avez un courant nul. Si maintenant je mets un petit canal qui laisse passer mon potassium, dans ce cas-là, le potassium, il s'engouffre dedans à une vitesse incroyable puisqu'il est beaucoup trop nombreux à l'intérieur. Donc là, c'est quoi qui l'a fait bouger? Quelle est la force qui a fait bouger mon potassium là? Le chimique, la concentration. Et là, manque de bol, il est con parce que comme il a bougé, il me crée un déficit en charge positive dans la cellule. Du coup, parce qu'il y avait une volonté chimique de faire sortir le potassium, et qu'il est réellement sorti, il y a donc un courant. Et à cause de ce courant, vous créez un manque de cations dans la cellule. Donc vous êtes en train de fabriquer une pile électrique. Vous êtes en train de créer une force électrique. Vous êtes en train de créer un voltage. Pourquoi votre cellule a une force électrique? Pourquoi elle a un voltage? Tout simplement parce que le potassium, à cause de son gradient chimique, est autorisé à sortir. Et en sortant, il crée un déséquilibre ionique, donc un générateur. Et alors là, vous allez vite comprendre où le potassium, il sort. Le potassium, il sort. Le potassium, il sort. Donc, qu'est-ce que vous faites?
je charge en plus dehors, je charge en plus dehors, je charge en plus dehors. Et votre cellule, négative, négative, négative. Mais qui sait le K+, c'est quoi sa valence? Plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, c'est le bras de fer infernal. Le K+, s'en va, parce que chimiquement, on lui demande, dans un endroit où il y a déjà trop de plus. Du coup, le générateur électrique est en train de dire « Non, 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 mon gars, parce que toi, tu es plus, je veux que tu restes à l'intérieur. J'en ai pas assez des plus. » Du coup, vous venez de faire apparaître l'exemple même de ce qui se passe dans chacune de vos cellules au temps réel. C'est un bras de fer entre le gradient chimique et le gradient électrique. Le gradient électrique dit « Je veux qu'en tant que plus, tu restes chez moi. » Et le chimique dit « Mais non, bonhomme, tu as trop de potassium, je veux que tu sortes. » Qui gagne? Qui gagne le combat? Alors, pas loin, c'est-à-dire un équilibre constant entre quoi et quoi? Entre chimique et électrique? Quand tu es en équilibre constant? Quand est-ce que vous êtes en équilibre entre le chimique et l'électrique? Au repos? Super. Quand est-ce que vous n'êtes plus à l'équilibre entre le chimique et l'électrique? Du coup, c'est quoi le phénomène? Potentiel d'action. Excellent. Du coup, toute cellule de votre corps est à l'équilibre entre la force chimique et l'électrique, ce qui explique que les cellules soient moins 60, ou moins 70, ou moins 90. Et dans ce cas-là, pourquoi? Excellent. Là, on progresse, là. Là, on avance. Donc, on utilise de la chimie et des maths et de la physique pour comprendre un mécanisme qui se passe dans votre corps. C'est ça qu'on aime. Alors, comment ça se fait, du coup, que ce ne soit pas toujours le même équilibre? Pourquoi on n'est pas toujours à moins 60? Pourquoi chaque type cellulaire va avoir un potentiel de membrane différent? Pas forcément la même concentration ionique de part et d'autre de la membrane, premier point clé, et on l'a vu. Du coup, si vous changez le gradient chimique, vous changez la force chimique, donc l'équilibre électrique n'est pas au même endroit. Si moi je fais un bras de fer avec 10 kg ou un bras de fer avec 20 kg, il faut que l'électrique soit de 10, soit de 20. Donc votre VM, c'est quoi? C'est la quantité d'énergie électrique dont j'ai besoin pour être à l'équilibre, c'est-à-dire pour empêcher les ions de se déplacer, et notamment l'ion potassium. Ça vous va, ça? Donc en fait, c'est tout simplement la quantité d'électricité que j'ai besoin pour équilibrer au bras de fer le gradient chimique du potassium. Et comment, du coup, je peux changer la force du potassium et donc à déséquilibrer mon bras de fer? Je change les concentrations, très bien, et je change, vous l'avez dit, la quantité de canaux, la quantité de portes ouvertes que peut emprunter mon potassium. Forcément, si je dois faire sortir l'amphithéâtre dans une seule des portes, ou si je vous autorise à sortir sur l'ensemble des portes, vous verrez que la force de déplacement n'est pas du tout la même. C'est ce qui peut être défini au niveau de l'eau, et donc de l'exemple de l'eau que je vous donne depuis tout à l'heure, par le débit, quantité d'eau par unité de temps. Ça vous va tout ça? Vous voyez, le VM, comment c'est mécanistiquement, comment vous pouvez l'expliquer? Et autant vous dire qu'en général, aux examens, ça tombe assez régulièrement et que les réponses ne sont pas toujours exactes. Voilà, du coup, voilà ce qu'est le VM. C'est un petit résumé, je vous l'ai dit, je répète, mais de différentes manières pour que ça rentre bien, puisqu'après, si vous n'avez pas ça, la suite va être très très compliquée. Du coup, beaucoup de potassium dedans, très peu dehors, beaucoup de sodium dehors, et très peu dedans. Du coup, vous avez ici une opposition de gradient chimique entre le potassium et le sodium. Le sodium veut rentrer dans la cellule, le potassium veut sortir. Ça, c'est le chimique. Du coup, lorsque vous allez ouvrir des canaux spécifiques au potassium, le potassium va du coup sortir de la cellule et déséquilibrer les charges électriques. Ils vont plus respecter l'électroneutralité. Résultat, vous allez créer une force électrique qui va s'opposer à la force chimique du potassium. Ça vous va? Mais qu'est-ce qui se passe pour le sodium, lui?
Quelle est la valence du sodium? Plus, quelle est la charge électrique de la cellule? Donc qu'est-ce qui se passe là au niveau du gradient chimique et du gradient électrique? Qu'est-ce qui se passe au niveau du bras de fer? Pour le sodium, je parle. Les deux forces vont dans le même sens. Ça veut dire que là, il n'y a plus de bras de fer pour le sodium entre le chimique et l'électrique. Les deux vont de concours. Les deux vont dans le même sens. Les deux s'additionnent. C'est-à-dire que le sodium a naturellement, chimiquement envie de rentrer et la cellule a une énorme envie de le faire rentrer puisqu'elle est en déficit de charge positive. Et c'est ça qui explique le potentiel d'action. Puisque vous le savez tous, puisque ça fait des années que vous l'avez vu, qu'est-ce qui fait qu'on commence le potentiel d'action? Qui est responsable de l'initiation du potentiel d'action? Le sodium. C'est l'entrée de sodium dans la cellule qui autorise le potentiel d'action. Et maintenant, vous venez de comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le chimique et l'électrique réclament du sodium. Du coup, qu'est-ce qui va vous permettre de dire « je fais un potentiel d'action » ou « j'en fais pas » ? Qu'est-ce qui va donc distinguer une cellule hépatique d'un neurone? Puisque ça, c'est vrai pour toutes les cellules, quelles qu'elles soient. Du coup, qu'est-ce qui va distinguer un neurone qui est dit comme étant excitable d'une cellule hépatique qui n'est pas excitable, vu que toutes les deux ont un gradient chimique et électrique qui disent au sodium de rentrer. C'est quoi qui distingue ces deux types cellulaires? Oui, exactement. La présence ou non de canaux transmembranaires spécifiques au sodium. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une cellule devient excitable? C'est l'expression de canaux perméables au sodium. À partir du moment où vous êtes capable intrinsèquement d'exprimer des canaux au sodium, vous êtes capable d'être excitable. Résultat, biologiquement, pour revenir à cette notion-là, qu'est-ce qui explique la différence entre une cellule hépatique et un neurone? Qu'est-ce qui différencie les deux types cellulaires, du coup? Biologiquement, du coup, comment on fait la distinction des deux? Oui, ça on vient de le dire. Mais du coup, là, tu peux même le voir physiologiquement, la présence de canaux ou non. Mais là, je suis en train de dire, du coup, qu'est-ce qui biologiquement l'explique, cette différence de présence de canaux ou pas de canaux? La transcriptomique, c'est-à-dire la différenciation cellulaire, c'est-à-dire l'accessibilité aux gènes de... Allez, les PACES. Comment on appelle? Les gènes exprimés dans des cellules différenciées. Les gènes de tissu spécifique, oui. Et même, tu veux même faire mieux, cellules spécifiques. Oh! Du coup, comment on les appelle? Les gènes de luxe. À opposer aux gènes de ménage, qui sont les gènes qui se retrouvent exprimés dans tous les types cellulaires. Par exemple, l'actine ou la tubuline est un gène de ménage. Les canaux sodiques sont des gènes de luxe. Et pourquoi associer à des gènes de luxe? Tout simplement parce qu'ils ne sont exprimés que dans certains types cellulaires et pas dans d'autres. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils sont exprimés ou pas? Pardon? Qu'est-ce qui fait biologiquement qu'ils s'expriment ou qu'ils ne s'expriment pas? Qu'est-ce qui fait que tu vas pouvoir les transcrire ou pas les transcrire, ces gènes? Qu'est-ce qui fait qu'un neurone accède à son gène du canal sodique et pas la cellule hépatique, alors que les deux ont la totalité et la même quantité de gènes? Ouais, l'ouverture de la chromatine, ouais, on va dire la condensation ou la décondensation, du coup la fibre A ou la fibre B, l'hétérochromatine ou l'euchromatine. Ça vous va, ça, pour tout le monde? Et ça en revient à quoi? Donc c'est vraiment pour vous montrer ce que c'est la physio, d'accord, que je fais tout ce cheminement. Vous ne pouvez comprendre qu'un neurone soit comme ça et qu'il fonctionne comme ça grâce à toutes ces matières. La bioche, la bio et la physique. Trop cool, non? Ah! Alors jusque-là, c'était presque cool. Maintenant, c'est alors beaucoup moins cool. Pourquoi?
Parce qu'en fait, on va s'amuser ensemble, et tout le semestre, et du coup, vous l'aurez compris à l'examen, donc je vous l'ai dit, en début de semestre, vous avez compris, j'espère, c'est mon but, vous connaissez, ça c'est déjà plus dur, il faut travailler à la maison, et vous mettez en application. Ça, c'est l'examen. Et c'est quoi? C'est que là, on a compris le principe d'un combat perpétuel entre le chimique et l'électrique. Et bien maintenant, je vais vous donner les clés pour être capable de quantifier ce combat et d'être capable, à l'avance, de prédire l'issue du combat fratricide entre les deux. Et comment? Tout simplement en évaluant quelle est la quantité d'électricité dont doit disposer la cellule pour empêcher un ion particulier de bouger. C'est-à-dire que si je prends le potassium, quelle est la quantité d'électricité dont la cellule doit disposer pour empêcher ce potassium de sortir? Et quelle est la quantité d'électricité dont doit disposer la cellule pour empêcher le sodium de rentrer? C'est-à-dire que vous allez chercher le voltage, du coup, puisque c'est une force électrique nécessaire à contrer le gradient chimique. Et ça, c'est appelé comment? Le potentiel d'équilibre des ions, et c'est noté mathématiquement grand E. Donc le E d'un ion, c'est la quantité d'électricité dont je dois disposer pour l'empêcher de bouger. Et comment je l'empêche de bouger? Je m'oppose à sa force chimique. Donc je m'oppose à son GC, à son gradient chimique. Et il y a une formule pour ça qui s'appelle l'équation de Nernst. Autant vous dire que vous devez de la connaître par cœur, même si dans les examens et dans les TD, où on va s'en servir énormément, généralement dans l'énoncé, on vous donne déjà, on vous avance, on vous simplifie la formule, parce que j'aime pas les maths et la physique, mais c'est des outils exceptionnels pour comprendre la physio. Moi, ce que je veux, puisque je suis en physio, je laisse ça aux matheux et aux physiciens, comme je suis en physio, je veux pas que vous soyez en maths pour faire des maths, dans mon cours de physio, non, je veux faire la physio. Et donc, il faut que vous compreniez que ça, c'est un outil pour comprendre ce qui se passe. Et donc, je vais vous faire comprendre ce que c'est que cette équation, et finalement, elle n'est pas si compliquée que ça. Première chose, pour m'opposer électriquement à un ion, quelle est du coup la notion primordiale à avoir dans la formule? Pour savoir dans quel sens il faut que je me batte contre l'ion? Sa charge électrique, donc sa valence. Donc la première lettre essentielle dans la formule pour vous, c'est la lettre Z. Et alors pourquoi je dis ça? Vous l'aurez bien compris. Puisque 80% des copies de L2 oublient la valence. Puisque généralement on vous parle du potassium qui est plus, du sodium qui est plus, et du coup le jour où je pose une question sur le chlore, pouf, la valence on l'a oubliée. Or, c'est une force électrique qui s'oppose à un ion. Forcément, si ma cellule, elle est négative, elle ne va pas s'opposer à l'entrée du sodium, parce qu'il est positif. Pourtant, elle va s'opposer à l'entrée du chlore. Donc, la valence, pour comprendre la force que j'ai besoin pour les contrer, est essentielle. Ensuite, RT et F, ça, ce sont des constantes physiques qui expliquent le déplacement des molécules dans l'univers. Du coup, ça s'applique à n'importe quelle molécule, pas seulement à la cellule et aux neurones. Du coup, ce sont des constantes. Du coup, elles ne changeront jamais, ces valeurs-là. Soit les constantes des gaz parfaits, soit la température. La température, par contre, elle est exprimée en fonction, justement, de la température absolue. Je vais vous en parler juste après. Elle n'est pas fixe, la température. Mais la constante des gaz parfaits, oui. Et bien sûr, les forces de Faraday qui vont donc expliquer le déplacement des molécules dans un espace chimique, moléculaire. Du coup, le R et le F, autant vous dire qu'on vous le donne systématiquement, ça n'a pas d'intérêt majeur pour moi en physio, puisque c'est pas ça qui va expliquer, c'est des constantes. Donc voilà, que je regarde du sodium, du potassium, du chlore, ça sera la même valeur. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est la valence, et l'oubliez pas, s'il vous plaît, et la température. Pourquoi? Vous le savez, c'est l'entropie qui dit que plus mon milieu est chargé en chaleur, plus il est chargé en énergie, plus vos molécules sont mobiles.
Et donc du coup, si je suis dans un espace visqueux, eh ben, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de force pour empêcher le potassium de bouger. Alors que si je suis dans un liquide très fluide, très chargé en chaleur, dans ce cas-là, il va avoir beaucoup plus de force pour se déplacer, beaucoup plus de facilité pour se déplacer. Et donc la température T va, elle, varier suivant les conditions expérimentales. Je prends l'exemple de si j'étudie des calamars, et notamment un axone géant de calamar, qui était l'un des premiers axones qui ont été étudiés pour comprendre les déplacements ioniques, eh bien forcément, on est en dessous des 20 degrés, puisque c'est leur milieu naturel, dans la mer. Versus si je prends le neurone d'une souris, ou d'un rat, ou d'un être humain, où on est à 37 degrés. Forcément, les déplacements ioniques, et donc la force électrique que j'ai besoin, changent. Donc ça, c'est très important. Maintenant, ici, alors logarithme népérien, on laisse tomber, on s'en fout, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les maths, vous verrez ça avec Benoît Forget et tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est de la physio. Ça, c'est de la physio. C'est quoi ça, dans cette formule? Donc là, je démystifie la formule. C'est quoi ce machin-là qu'on évalue en logarithme népérien? Quelle est l'idée physiologique qui se cache derrière? Non? Ben, c'est des concentrations, oui, d'un ion particulier, et vous divisez la concentration extérieure par l'intérieur. Quelle est l'idée que vous mettez derrière cette notion? Gradient chimique. Donc voilà, pourquoi, c'est quoi le E? C'est la quantité d'électricité que j'ai besoin pour contrer le chimique. Qu'est-ce qu'il y a dans la formule? La capacité que les molécules ont de bouger dans un espace physique, la charge électrique de mon ion et la force de mon gradient chimique évalué par la différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est pas fun? Donc l'équation de Nernst, finalement, vous la connaissiez avant même de la connaître. Trop simple. C'est la charge électrique, Z, que j'ai besoin pour contrer le gradient chimique extérieur sur intérieur. Comme c'est un logarithme népérien qui est moins facile à manipuler, on est capable, et vous connaissez peut-être, en tout cas moi je ne la connaissais pas, mais maintenant que je fais le cours, je la connais, l'association, enfin le passage du logarithme népérien au logarithme base 10, parce que le logarithme base 10 est beaucoup plus facile à manipuler, surtout si vous n'avez pas des super calculettes, vous pourrez toujours, avec une calculette toute simple, faire l'examen, et je vous donne les clés, puisqu'on travaille toujours avec des logarithmes base 10. Et donc, le log base 10 de x correspond finalement au logarithme... Non. J'y étais presque, mais non. Alors, je vais faire ce que je sais et on va y arriver. Le logarithme népérien de 10 fois le log base 10 de x, et donc... logarithme népérien de x, voilà, c'est bon. Alors, c'est ça la formule que vous connaissiez tous, bien sûr, comme moi, et donc qui nous dit que le logarithme népérien de x peut être remplacé par le logarithme base 10 de x en y multipliant le logarithme népérien de 10. Et le logarithme népérien de 10, c'est 2,3 fois log 10 de x. Du coup, si je prends ça et que je la mets dans mon équation de Nernst, qu'est-ce que j'obtiens? Du coup, j'obtiens un E d'un ion, c'est-à-dire le potentiel, la charge électrique nécessaire pour contrer cet ion. C'est le RT sur ZF, j'insiste sur le Z, multiplié par 2,3, multiplié par log base 10 de la concentration extérieure sur la concentration intérieure. Ça vous va? Fastoche? Et après, on vous rajoute, et donc c'est généralement, vous le verrez dans l'examen, dans les TD, c'est ça, puisqu'on utilise plutôt, on va dire, tout le milieu aquatique pour faire des études. Donc généralement, la température est estimée à 20 degrés, et dans ce cas-là, le RT sur F est simplifié par 25, et quand on fait 25 fois 2,3, on obtient 58. Du coup, à l'arrivée,
En général, mais ça va dépendre de la température et de la valence, on se retrouve du coup avec un Z fois 58 fois log base 10 de la concentration chimique. Ça vous va? Voilà comment on peut simplifier l'équation de Nernst dans une condition aquatique avec une température d'environ 20 degrés. Ok. Eh bien ça, on va s'en servir en long, en large et en travers. Et les TD vont être basés quasi exclusivement là-dessus, en tout cas les premiers. Et bien sûr, les examens, vous aurez systématiquement ça à faire. Je ne suis pas gentil. Je vous dis même ce qui tombe à l'examen, c'est pas trop cool. Eh bien malgré ça, j'ai quand même des moyennes de 8,5. Comment ça se fait? Faites exprès pour m'énerver, c'est ça? Ok. Passons à cette deuxième loi. Maintenant qu'on a démystifié la formule, qu'on l'a compris physiologiquement, on a des lois derrière. Et la loi, c'est quoi? La loi dit que si la quantité d'énergie dont dispose réellement la cellule, c'est Vm, est égale à la force nécessaire pour empêcher un ion de se déplacer, donc égale à E de l'ion, dans ce cas-là, la membrane plasmique laisse passer cet ion dans toutes les directions. Ça veut dire qu'on considère à ce moment-là que la membrane est complètement perméable à l'ion. Sinon, vous ne pouvez pas atteindre cet équilibre. Vous n'obtenez l'équilibre Vm égale E d'un ion, quel qu'il soit, que lorsque la membrane laisse complètement passer cet ion. Ça ne veut donc pas dire qu'il y a un équilibre de l'ion. Ça veut tout simplement dire que la membrane, elle laisse passer cet ion comme il veut. Mais le problème, et vous allez me le dire, c'est que comme Vm est égal à E de l'ion, qu'est-ce qui se passe pour votre ion qu'on autorise à passer? Qu'est-ce qui lui arrive? Donc votre membrane, elle le laisse passer comme elle veut. C'est la loi, Vm égale E de l'ion. Donc tous les canaux, on va dire, pour simplifier, tous les canaux de l'ion concernés sont ouverts, au grand. Toutes les portes sont ouvertes, vous pouvez sortir. Sauf que pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi l'ion ne sort pas? Ou pourquoi il sort? Qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, vous avez autant d'électricité que de force chimique. Donc votre molécule, elle peut passer, mais elle ne peut pas. On l'autorise à passer, mais elle n'a pas la force de le faire. C'est tordu. Donc votre membrane, quand Vm est égal à E de l'ion, elle laisse passer les ions parce qu'elle ouvre tous les canaux, mais l'ion que l'on considère, lui, ne se déplace réellement pas parce qu'il ne peut pas, puisque le chimique lui dit d'aller dans un sens et l'électrique lui dit non, avec la même force. Donc je peux passer, mais je ne passe pas. Il n'y a que la particularité pour les ions chlore qu'on va un peu mettre de côté, puisqu'ils ont la possibilité en permanence de se distribuer comme ils le souhaitent à travers la membrane, et on verra justement quel impact il peut avoir sur le Vm. Résultat, si j'associe toutes les idées ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je regarde le Vm réel d'une cellule. Lambda, c'est environ moins 60 millivolts. Si j'applique l'équation de Nernst, d'accord, en fonction des gradients chimiques qu'on a vus ensemble tout à l'heure, j'obtiens un E du potassium de moins 85. Ça veut dire que la cellule, pour empêcher l'ion de sortir, il doit avoir moins 85 en force électrique. Or, il est à moins 60. Ça veut dire quoi? Que l'ion potassium peut sortir de la cellule encore. Et quand je fais le potentiel d'équilibre du sodium, on se rend compte qu'il est à plus 58. Ça veut dire qu'il faut que la cellule soit chargée positivement pour empêcher le sodium de rentrer, puisque chimiquement, il a envie de rentrer. Dans ce cas-là, on voit que ça ne s'égalise pas. C'est-à-dire qu'on voit que le Vm de la cellule n'est pas assez fort ni pour empêcher le potassium de sortir, ni pour empêcher le sodium de rentrer. Du coup, on voit apparaître un gradient électrochimique, c'est-à-dire un combat
d'opposition entre les deux. Et ce gradient électrochimique, c'est ça que vous devez calculer pour savoir si votre ion, concrètement, il va bouger ou pas. C'est le seul moyen que vous avez d'anticiper ce qui peut se passer dans votre cellule. C'est de savoir le bras de fer, l'électrique moins le chimique, qui gagne. Et comment je fais? Tout bête. Je soustrais la force de l'un à la force de l'autre. Donc je fais le potentiel électrique moins le gradient chimique. Sauf que si j'oppose une valeur électrique en millivolts à une valeur molaire, c'est comme quand on explique, comme à mes filles, qu'on met dans un même panier des carottes et des navets et qu'on ne peut pas faire... Du coup, vous avez une astuce, parce que vous êtes des fins mathématiciens, et donc vous vous dites, je ne peux pas exprimer des voltages et les soustraire à des molaires. Mais j'ai un moyen détourné d'exprimer les molaires en électricité, c'est le potentiel d'équilibre. C'est-à-dire la force électrique nécessaire à contrer mon chimique. Du coup, dans cette évaluation de qui gagne dans le bras de fer entre le chimique et l'électrique, qu'est-ce que finalement vous faites? Vous faites le potentiel de membrane moins le potentiel d'équilibre d'un ion. Si ce bras de fer est différent de 0, vous êtes sûr et certain que l'ion peut se déplacer, et même encore mieux, si le résultat du bras de fer est négatif, vous allez être capable de dire dans quel sens il se déplace. Et si le résultat du bras de fer est positif, vous saurez qu'il va dans l'autre sens. Vous allez devenir des médiums, capables de prédire le sodium, vers où il va aller, comment il va aller, alors qu'il ne se passe rien. Juste de vous dire, je fais un petit trou dans ma membrane et je sais ce qui va se passer. Et je peux même en déduire combien de molécules de sodium va être capable de traverser la membrane. C'est pas trop cool. Pourquoi? Grâce à l'équation de Nernst. Ok. Si par contre les deux sont égaux, dans ce cas-là, on sait que l'ion ne bougera pas et il ne pourra pas bouger. Résultat, le gradient électrochimique va finalement définir quelle est la force globale qui va faire bouger votre ion. Or, bouger un ion, c'est quoi? En électricité, c'est I. Du coup, comment je peux calculer le courant I d'un ion? Tout simplement en calculant la force électrochimique, c'est-à-dire Vm-E. Mais qu'est-ce qui manque à ma formule pour avoir le droit de dire qu'il y a un déplacement réel, puisque c'est ça le courant? C'est écrit au tableau. C'est la différence entre la force résiduelle et un déplacement réel. Entre... je ne vais pas y arriver. Entre un barrage fermé et un barrage ouvert. C'est quoi qui fait la distinction des deux? Le barrage fermé, il n'y a pas de déplacement d'eau. Le barrage ouvert, il y a un déplacement d'eau. Du coup, vous pouvez avoir le Vm-E que vous voulez. Il peut valoir 10 000, il peut valoir 1 milliard. Ça veut dire une force monumentale pour faire bouger votre ion. Il ne se passera rien. Tant que vous n'aurez pas laissé la possibilité à l'ion de traverser la membrane. Et qui laisse passer l'ion? Les canaux. Et donc, quelle est la notion mathématique pour exprimer cela? C'est ce que l'on appelle la conductance, la capacité que votre cellule a de laisser passer un ion. Si maintenant vous avez digéré tout ça, je vous demande de me donner la conductance au sodium d'une cellule hépatique par rapport à une cellule neuronale. 0 pour la cellule hépatique et positive pour la cellule neuronale. Est-ce qu'on peut avoir une conductance négative? Non, on ne peut pas. Enfin, c'est soit je laisse passer, soit je laisse pas. Mais là, il n'y a pas de notion de sens. Donc je ne peux pas ne pas laisser, mais encore moins que ne pas laisser. Non, c'est je laisse passer ou je laisse pas passer, point barre. Votre G, qui définit donc comme étant la capacité à laisser passer, c'est soit 0, soit c'est positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez calculer G dans votre copie et que vous obtenez un signe négatif, s'il vous plaît, arrêtez-vous et réfléchissez. Hein?
Parce que ça, j'en vois aussi tout le temps. Donc il faut que ça ait une logique pour vous. Vous ne faites pas des maths pour faire des maths, vous faites des maths pour comprendre ce qui se passe dans votre cellule. Et bien là, la valeur de G est directement corrélée à quel paramètre biologique et physiologique de votre cellule, du coup? La perméabilité, oui. Biologique. Bon, c'est peut-être biologique aussi. Perméabilité, c'est peut-être un peu plus physio que bio. À quelle est la notion biologique qui découle directement du G, ou le G découle de ce paramètre biologique? Exactement, le nombre de canaux disponibles à la membrane plasmique. Résultat, c'est la suite, j'espère. Comment on fait pour calculer le G d'un ion? Eh bien, je l'exprime en fonction du nombre de canaux dont dispose ma cellule, c'est-à-dire de son niveau transcriptomique, de la force de son promoteur et de son accessibilité. Plus il s'exprime, plus vous avez de canaux, plus vous avez un G. On finit quand, là? Ah, dans 20 minutes. Putain, on allait vite, c'est cool. Vous n'avez rien compris? Si, quand même. Peut-être allé un peu trop vite. Or, même là, j'y vais pas par pas, hein. Vous avez vu, c'est vraiment, on rajoute une couche à chaque fois, mais c'est important. Et bien là, vous avez encore faux. G de Na n'est pas égal au nombre de canaux. Il en est proportionnel. Mais quelle est la notion importante? C'est la notion que je vous ai donnée avec mon barrage, qui est que le barrage, il a des trappes pour laisser passer l'eau. Donc si vous exprimez la conductance par le nombre de canaux, je vais dire que mon barrage, eh ben, il a une conductance égale au nombre de portes. Oui, mais à l'arrivée, quand est-ce que votre conductance sera réellement positive? C'est pas quand vous vous dites j'ai 10 000 canaux sur ma membrane, c'est quand mes canaux seront ouverts. Et ça, c'est une notion essentielle. Distinguer expression transcriptomique et présence protéique du canal à la membrane et ouverture du canal. Est-ce que ma frontière est réellement ouverte? Est-ce qu'elle laisse passer ou pas? Et c'est là où ça intervient de manière très prépondérante. C'est ce que l'on appelle P0, qui correspond à la probabilité d'ouverture d'un canal. Connaissez-vous différents types de canaux ioniques? Vous, déjà, naturellement, par votre érudisme naturel. Des canaux ioniques de différentes natures, est-ce que ça existe ou c'est tous les mêmes? Pas dans le sens tous le même ion, mais dans le sens la même nature de canal. Type. Pardon? Non. Par rapport à cette probabilité d'ouverture, pourquoi parle-t-on de probabilité d'ouverture? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un canal? Oui. Ouais. Très bien. Donnez-moi la probabilité d'ouverture d'une aquaporine. 100%. Donnez-moi la probabilité d'ouverture d'un canal voltage dépendant. D'où son nom. En fonction du voltage. Du coup, soit 0, soit 1. Est-ce que je peux avoir un canal avec une conductance de 0,5? C'est-à-dire, genre, le canal, toi, qui s'ouvre, mais pas trop, tu vois. Je te laisse passer, mais pas tout le monde, quoi. Non. Un canal, c'est soit c'est 0, soit c'est 1 en conductance. Du coup, regardez lui, il est mignon. Il y a le grand G et il y a le petit G, le gamma. Et bien le gamma, c'est quoi le gamma? C'est la conductance unitaire d'un seul canal. C'est-à-dire la capacité intrinsèque qu'a un canal à laisser passer une quantité d'ions. Ça veut dire quoi? Quelle est la quantité d'étudiants capables de passer à travers cette porte-là ou à travers la porte triple que vous avez derrière? Là, j'ai un canal sodique d'un seul type. Là, j'ai un canal sodique d'un autre type. Le gamma de lui
est beaucoup plus petit que le gamma de lui. Et ça, c'est quoi qui le change? C'est la composition intrinsèque en acides aminés et en segments transmembranaires intégrés à votre protéine. Ça veut dire que, suivant la nature d'expression d'acides aminés de votre canal, il va être plus ou moins gros. Et plus ce canal est gros, plus il va avoir un gamma élevé. Et donc, plus il sera capable de laisser passer de molécules d'ions par unité de temps. Et sa probabilité d'ouverture va dépendre là aussi de sa constitution en acides aminés. Soit il reste toujours ouvert, soit il s'ouvre qu'en fonction d'un événement. Si vous avez un récepteur, quand est-ce qu'il s'ouvre? Quand il y a son ligand. Si vous êtes face à un voltage dépendant, c'est quand il y a une différence d'électricité. Quand il est toujours ouvert, eh bien, il est toujours ouvert. Comment on les appelle ces canaux qui sont toujours ouverts? Canaux de fuite. Fuite. Très bien. Ça vous va, ça, pour tout le monde? C'est cool, hein? On voit la cellule avec un autre regard, maintenant. Ah. Celle-là, elle est sympathique. Du coup, vous êtes capable, maintenant, de calculer le potentiel de membrane d'une cellule sans avoir besoin de le mesurer avec des électrodes. Vous n'avez pas besoin de mettre une électrode dans la cellule et une à l'extérieur pour savoir quel est le voltage de votre cellule. Vous pouvez le calculer mathématiquement d'après tout ce qu'on vient de dire. À partir du moment où vous avez, la conductance de votre cellule au tout, et je dis bien à tous les ions de ma cellule, celles qui sont en présence. 2, en fonction de leur probabilité d'ouverture dans la conductance, c'est réintégré dedans. Et 3, en fonction du gradient électrochimique. Puisque du coup, vous allez pouvoir, dans cette fameuse formule qu'on a vue tout à l'heure, du I qui est égal à la conductance fois Vm moins E, le E, facile à calculer à partir du moment où vous avez les concentrations molaires intra-extra, le G à calculer en fonction du nombre de canaux disponibles et de leur probabilité d'ouverture, et de leur capacité à laisser passer un ion individuellement, le gamma. Mais le Vm, vous pouvez ne pas l'avoir. Mais dans ce cas-là, on peut extraire le Vm de la formule, l'isoler, et du coup, l'expliquer. Sauf que, vous l'aurez compris, dans la cellule et à l'extérieur, il n'y a pas qu'un seul ion. Il n'y a pas que le potassium qui peut expliquer les différences électriques. Du coup, dans votre formule, il faut que vous preniez en considération la totalité des ions en présence. Dans notre exemple depuis tout à l'heure, on a pris que le sodium, le potassium, le chlore et le calcium. Quel est l'autre ion aussi, normalement, à prendre en considération? Un autre ion fondamental, essentiel. Le? J'ai pas entendu. Calcium, oui, il y est là. Il y est là, le calcium. Il en manque un gros. Mais en neurophysiologie, comme on va faire là, en général, on le met de côté, mais il y a le magnésium aussi, le Mg2+, qui sont principaux. Du coup, et ça, c'est fun. Vraiment, conceptuellement, c'est important. En fait, de vous dire, ce qui explique que je ne respecte pas l'électroneutralité, c'est ce qui explique que j'ai un Vm. On l'a dit. Le Vm, si vous êtes électriquement neutre, j'ai 0 dedans, 0 dehors, ça fait 0. Si ce n'est pas 0, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Comment je peux déséquilibrer quelque chose? Il faut qu'il y ait un déplacement. Il faut qu'il y ait un courant. Mais ne sachant pas a priori qui est responsable de ce déséquilibre, dans votre formule, vous êtes donc obligé de comprendre, de se dire, c'est parce que le sodium bouge, c'est parce que le calcium bouge, c'est parce que le potassium bouge et que le chlore bouge, que l'ensemble de tous ces mouvements d'ions, à l'arrivée, nous permet d'avoir le Vm que l'on a, moins 60. Du coup, dans la formule, ça revient tout simplement à dire, et ça c'est essentiel à la réussite de votre examen, que la somme de tous les courants, de tous les ions en présence s'annule
à partir du moment où votre VM reste stable. Si ma charge électrique ne bouge pas dans le temps, si je suis donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, au repos, ça veut dire que même s'il y a des déplacements ioniques, tous les déplacements au final s'annulent puisqu'ils ne déséquilibrent pas mon VM. Donc, que la somme de tous les courants de tous les ions est égale à 0. Ça, c'est crucial. Comme la conductance d'un ion est forcément supérieure ou égale à 0, forcément, le courant réel d'un ion va en avoir le même signe. Et le même signe que quoi? Que la force électrochimique. Résultat, si ma force électrochimique est négative et que je m'intéresse à un ion, à un cation, à un ion positif, dans ce cas-là, on dit, et ça c'est un principe qu'on respectera toujours, puisque ça prend en compte la cellule, qu'il veut rentrer dans la cellule. C'est-à-dire que la force électrochimique fait rentrer l'ion positif à l'intérieur de la cellule. Si par contre, le gradient électrochimique est supérieur à 0, donc positif, et que vous prenez en considération un cation, dans ce cas-là, on dit que l'ion veut sortir de la cellule. Donc tout courant négatif pour un cation, ça veut dire qu'il va rentrer dans la cellule. Tout courant positif pour un cation va vouloir sortir de la cellule. Si par contre je considère les anions, vous aurez compris que c'est l'inverse. Résultat, cette diapo est extrêmement importante, puisque à l'arrivée, c'est ça que je vais vous demander régulièrement de faire, c'est de représenter schématiquement votre cellule et de mettre les gradients chimiques et les forces électriques en présence pour arriver à bien comprendre ce qui se passe, et ensuite de calculer la force électrochimique qui va faire bouger votre ion pour savoir, pour prédire qu'est-ce qui va se passer. Si je fais, du coup, pour le sodium, le Vm-E, qu'est-ce qu'on a? On a un V de moins 60, on a un E de l'ion sodium qu'on avait vu tout à l'heure qui était de 58. Du coup, lorsque je soustrais les deux, ça me fait une force de moins 120, moins 118, pour être plus précis, pas grave. Résultat, vous avez un signe négatif, considéré sur un cation, ça veut dire que votre sodium veut absolument rentrer dans votre cellule avec une force de 120. Si maintenant je prends le potassium et que je fais la soustraction des moins 60 de ma cellule avec les moins 85 de mon potentiel d'équilibre, ça me fait du coup un plus 25, plus 20. Du coup, comme c'est un signe positif qui s'attache à un cation, ça veut dire que votre potassium veut sortir de la cellule avec une force de 20. Résultat, et ça c'est hyper important, grâce à ce petit calcul, vous êtes en train de montrer que le sodium a beaucoup plus envie de rentrer que le potassium n'a envie de sortir. Mais à l'arrivée, regardez bien, le courant réel effectif qui aura lieu n'aura lieu que quand vos canaux seront ouverts, et uniquement quand ils seront ouverts. Peu importe la force que vous avez là, tant qu'ils ne sont pas ouverts, il ne se passera rien. Mais s'il se passe quelque chose, vous saurez ce qui se passe. Pour le chlore, en fait, ça s'annule, c'est-à-dire que quand votre VM est de moins 60, en fait, le potentiel d'équilibre du chlore est de moins 58. Donc vous êtes à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire quand le VM est égal à E? Ça veut dire que votre cellule laisse passer tant qu'elle veut le chlore, mais qu'à l'arrivée, le chlore ne bouge pas, puisqu'il n'a pas la force pour bouger. Pourquoi il n'a pas la force? Parce que l'électrique s'oppose à son chimique. Pour le calcium, ça c'est top. Ça c'est top, pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas revenir en arrière, mais si je reprends les concentrations de calcium que j'avais disponibles, j'avais 0,0000 millimolaire dans la cellule et un petit 0,02 à l'extérieur. Ça veut dire qu'on n'avait quasiment pas de calcium à l'extérieur et encore moins à l'intérieur. Mais quand je compare ces zéros à des 100, 150 pour le potassium et le sodium, ça paraît ridicule. Oui, mais non, pas d'un point de vue osmolarité et électroneutralité. De ce point de vue-là, rien à faire
de la quantité absolue de molécules, ce qui lui donne de la force, ce qui lui le fait bouger, c'est la différence entre les deux. Or, vous n'en avez tellement pas à l'intérieur de la cellule que le gradient chimique qui fait rentrer le calcium est beaucoup plus fort que celui du potassium, alors que vous avez beaucoup moins de molécules. Donc ce que je veux dire par là, et qui est très important à garder, c'est dissocier dans votre tête quantité de molécules et force chimique. Ça n'a rien à voir. La force chimique, ce n'est pas une quantité qui définit, c'est un différentiel. Et donc, même si j'ai que 2 calcium dehors pour 0, ça me fait une force de 2. Si j'ai 100 molécules dehors et 60 à l'intérieur, je n'ai pas une force de 2. Ma force est beaucoup plus faible. Pourtant, mon nombre de molécules est plus important. Eh bien, regardez, le calcium a des fifrelins, mais il a un gradient électrochimique qui est encore plus fort que le sodium. C'est donc le calcium, une des molécules de signalisation cellulaire les plus importantes dans votre cellule. Que ce soit pour induire à la fin la mort, mais aussi pour le bon fonctionnement naturel de votre cellule. Le calcium va rentrer dans la cellule et signaler. Et que vous avez peut-être de mémoire, je ne sais pas où vous en êtes dans l'aspect biologique et dans la signalisation, mais est-ce que vous connaissez une molécule à l'intérieur de la cellule qui reçoit l'information du calcium pour la transmettre? Non? La calmoduline, vous en avez entendu parler? Ou la CAMCA, non? Donc en fait, ce sont des petites protéines de type en général kinasique ou phosphatase qui ont la capacité de trapper un ion calcium, et quand elles le trappent, elles s'activent et elles déclenchent une cascade de kinases qui aboutissent forcément à la phosphorylation d'un facteur de transcription ou sa déphosphorylation, et donc au changement transcriptonique. Qui, quoi, comment? Grâce au gradient électrochimique du calcium. Pas trop cool? Eh bien, maintenant que vous avez compris ça, parce que là je vais vous laisser, j'aimerais que vous réfléchissiez à la peine de mort aux États-Unis. C'est très important, parce que c'est ce que vous allez comprendre derrière. Il y a différentes manières. Il y a l'agressive, un peu style brûlure, tu vois, sur une chaise électrique, en métal, avec un petit peu d'eau, histoire que ça passe bien. Ok, ça nous intéresse moins, d'un point de vue chimique. Mais là, d'un point de vue électrophysiologique, comme on vient de voir, il y a aussi l'injection au potassium. Ouais. Donc, on donnera la réponse la semaine prochaine, mais je pense que vous l'aurez sans chercher. Réfléchissez pourquoi injecter du potassium vous tue. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.